excusez-nous pour le retard d'un quart d'heure. Il n'est pas académique ni militant, mais... Lénine est arrivé 3 heures. Voilà, oui, exactement. À quelques jours près, on arrive. Merci d'être là. On va commencer notre journée d'études sous la forme de table ronde. La thématique de ces journées d'études, elles s'inscrivent non pas dans une commémoration au sens, on va dire, un peu classique du terme, c'est-à-dire évoquer ensemble l'événement, reconstruire sa mémoire ou la partager, mais plutôt le terme de journée d'études à l'occasion du centenaire de la Révolution russe et de l'année 1917, c'est d'essayer au niveau de la Fondation Gabriel Péri de soutenir les efforts des chercheurs, les efforts de tous ceux qui réfléchissent à l'occasion de ce centenaire, à ce qui s'est passé à ce moment-là, et ses traces dans le siècle qui a suivi. L'historiographie de la Révolution russe n'a pas été bouleversée ces dernières années, comme elle avait pu l'être à d'autres moments, mais elle a continué d'évoluer, elle a continué de cheminer, et je pense qu'une des caractéristiques de cette historiographie, aujourd'hui, c'est de regarder l'événement d'une manière un peu différente du passé, et à la lumière de ce qu'est également l'évolution de l'histoire, à la fois une approche beaucoup plus globale, comparative ou connectée ou croisée, et aussi cette histoire de la Révolution russe dans une perspective mondiale, mais aussi une perspective où la question des milieux populaires, des sociétés, et pas seulement des organisations et des systèmes idéologiques, fait partie de l'objet d'étude. En quelque sorte, interroger l'épisode historique de différentes manières. Alors on a organisé notre journée en deux moments, ce matin et cet après-midi. Ce matin, d'une certaine façon, en abordant ce qu'on pourrait appeler l'histoire, l'espace politique international à partir du centre, à partir de la focalisation sur la révolution en Russie, mais aussi la durée historique, la longue durée. Et donc, cet après-midi, nous verrons plutôt les impacts, la longue durée dans la manière à la fois de repérer les traces d'octobre 17 dans une série de grands territoires et d'espaces politiques à l'échelle mondiale, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit les colonies françaises, que ce soit l'histoire même de ces commémorations prises en charge par l'international communiste. Ce matin, nous allons nous centrer sur une réflexion qui concerne à la fois l'entrecroisement de la révolution et de la guerre. On ne peut pas comprendre la révolution russe si on n'a pas la dimension militaire et au-delà de ça, la guerre, une guerre globale d'ailleurs, une guerre sinon totale, mais en tout cas une guerre qui bouleverse les sociétés, notamment celle de Russie, mais aussi, dès le départ, ce mouvement révolutionnaire, il est, en quelque sorte, il se réfère, il se pense par rapport notamment à la Révolution française. Quand Lénine arrive à Petrograd, il est accueilli, on va chanter la Marseillaise. La Marseillaise est un chant révolutionnaire de référence dans la période, et une partie des révolutionnaires se réfèrent et à la Commune de Paris et à la Révolution française. En ce qui concerne l'approche globale du phénomène révolutionnaire, dès le départ, les révolutionnaires se pensent dans une vision globale, c'est-à-dire leur révolution ne se justifie ou est justifiée par le fait qu'elle est le début, le point de départ, qu'elle est une composante d'une révolution plus large de l'Europe et du monde, avec évidemment ce qu'on pourra appeler le côté performatif. À force de le répéter, ça va arriver, mais on s'en convainc, mais pourtant ça n'arrive pas forcément. C'est un des problèmes de la révolution russe, l'attente de la révolution mondiale, ou la conception même de la révolution comme moment de la révolution mondiale. Ce qui est curieux, c'est que
enfin ce qui est curieux, on verra dans un deuxième temps, bien que ça ne survienne pas, cette révolution mondiale, en même temps, la dimension mondiale de la révolution russe continue d'être affirmée comme en quelque sorte un modèle, et on abordera cela et avec l'échec, mais en même temps le projet d'un parti mondial de la révolution. Alors, j'en ai terminé pour cette très brève présentation. Je vous propose que cette table ronde, ce matin, s'organise en 2 moments. On en a discuté il y a quelques minutes, et sur la proposition d'Alexandre et de Jean Dumas, je pense que c'est tout à fait pertinent. Les 2 premières interventions auront lieu l'une après l'autre, et ensuite on fera une discussion à partir de ces 2 premières interventions, puis une petite pause, et puis on reprendra sur les 2 suivantes, si vous en êtes d'accord. Voilà. Donc je passe la parole à Alexandre, qui vient actuellement, qui se produit pas mal sur le sujet, parce que ça tombe bien, ses recherches correspondent au sujet. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage important sur la guerre en Russie, et dans lequel il inscrit l'histoire de la Révolution, mais il nous en parlera bien mieux que moi. Je lui passe la parole. Merci Serge, merci à la Fondation de m'inviter et à vous tous d'être venus aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, j'entame les hostilités puisqu'il va s'agir de guerre et de révolution. Alors, il y aura très classiquement 3 moments dans cette synthèse, et n'hésitez pas dans la discussion à poser toutes les questions qu'il faut, parce que évidemment votre niveau de connaissance sur ces questions peut être assez hétérogène. On a une approche, comme l'a rappelé Serge, qui est historiographique, qui a progressé notamment dans la prise en compte d'une histoire par en bas et d'une histoire véritablement populaire de la révolution russe, ou plus exactement des révolutions russes. Non seulement parce qu'il y en a 2 en 1917, tu as mentionné octobre, mais n'oublions pas février. On a fêté il n'y a pas longtemps l'abdication du tsar, enfin pour ceux qui le fêtent encore, le 15 mars. Et il y a aussi, au-delà de ces 2 moments en fait de changement de régime, qui est le marqueur évident et le plus évident d'une révolution au sens politique du terme, il y a des révolutions populaires qui se croisent, qui se rejoignent, qui se contredisent, qui s'épousent et qui s'opposent, si on veut, et qui forment le contexte tout à fait singulier, tout à fait particulier de la Russie, qui explique que c'est en Russie, alors que les conditions de la guerre sont aussi terribles ailleurs qu'en Russie, et notamment dans les empires centraux, c'est bien en Russie qu'on a eu cette révolution. Et c'est aussi ça qu'on cherche à expliquer aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'un des grands changements de l'historiographie de ces 20 dernières années, c'est que 1917 n'est plus une date butoir. Vous savez, aujourd'hui encore, en Russie, les archives sont organisées. Il y a jusqu'en 1917, on appelle ça les archives historiques. Et à partir de 1917, on appelle ça les archives tout court. Bon, c'est comme ça. Et donc, si vous travaillez sur les 2 périodes, c'est-à-dire sur la période qui commence avant 17 et qui va jusqu'après 17, vous êtes obligé d'aller dans des centres d'archives qui sont parfois à 2 bouts opposés d'une ville aussi gigantesque que Moscou ou que Saint-Pétersbourg, où les transports fonctionnent aussi mal qu'à l'époque de la Révolution. Donc, c'est un peu compliqué. Or, aujourd'hui, la tendance de l'historiographie, c'est de considérer une sorte de continuum historique entre 1914 et 1921, parce qu'il y a donc la Première Guerre mondiale, qui sera requalifiée par les bolcheviks de guerre impérialiste, n'est-ce pas? L'année révolutionnaire, qui est une année où il y a de la guerre partout, mais de la guerre nulle part, puisqu'on ne se bat quasiment plus, sauf lors d'une offensive extrêmement loupée, je vous en parlerai tout à l'heure, et puis s'enchaîne quasiment immédiatement, à la fois dans les suites du coup d'État bolchevique du 7 novembre 1917, et puis de la paix honteuse de Brest-Litovsk du 3 mars, on le fêtera dans pas longtemps aussi, 1918, eh bien, cette guerre civile, qui est en fait la continuation de la Révolution, et qui a été théorisée dès le 1er novembre 1914 par Lénine, puisqu'il avait dit à cette époque-là, de manière très lucide, même s'il n'y croyait pas, il ne croyait pas que ça serait possible, mais il avait dit, voilà, la guerre impérialiste, c'est l'occasion de lancer une véritable guerre civile. Guerre civile, sous-entendu une guerre révolutionnaire des prolétaires contre les possédants, les classes dominantes, etc. etc. Bien. Mais au-delà de ça, si on se réinscrit dans la plus longue durée, il y a 2 autres longues durées qui viennent déterminer ce moment en 1917 au 7 juillet. Il y a d'une part
la théorie politique, la réflexion de tous ces bolcheviks, de ces socialistes révolutionnaires, de ces mencheviks, donc mencheviks et bolcheviks étant des enfants spirituels de Marx, dans le fil de la traduction du Capital par Plekhanov. Donc l'idée, effectivement, que le grand exemple, c'est l'exemple de la Commune de Paris, et que 1905, en quelque sorte, la première révolution russe, révolution dite manquée par Léon Trotsky, n'est-ce pas, a été un échec aussi lourd de conséquences positives et négatives que l'échec de la Commune de Paris pour les révolutionnaires français. Bien. Mais au-delà de ça, il y a un contexte particulièrement russe. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une nation qui s'industrialise, certes à marche forcée, notamment grâce aux emprunts russes levés en France et en Belgique, mais qui reste malgré tout d'une manière écrasante rurale et paysan. 80% de la population est paysanne, 90% de la population est rurale, donc vit dans des villages ou dans des bourgs, et que donc il y a depuis la libération du servage imposée par le tsar Alexandre II en 1861, il y a une guerre larvée paysanne contre à la fois les propriétaires, contre les paysans les plus riches et contre l'autorité étatique. Ça fait beaucoup. Et cette guerre paysanne, elle joue à plein en 1917, non seulement dans les villages, c'est logique, mais aussi, ne l'oublions pas, à l'armée, au front et dans les garnisons, où on a 13 millions de soldats qui ont été mobilisés, et ces soldats sont de manière écrasante, dans leur écrasante majorité, des paysans. Donc ils sont partout les paysans, et la guerre a créé les conditions d'une omniprésence, d'un don d'ubiquité, de la vision paysanne de ce qu'est la justice sociale, de la vision paysanne de ce que sont les hiérarchies, et la nécessité de renverser ces hiérarchies sociales. Alors, maintenant j'aborde la partie, on va dire, véritablement, après cette courte introduction, véritablement précise de ce moment. La guerre, c'est à la fois la condition donc, de la révolution, ça c'est très classique, je vais aller assez vite. C'est le début d'une guerre révolutionnaire qui va donc se prolonger dans la guerre civile et dans les tentatives diverses de soutenir divers mouvements révolutionnaires à travers l'Europe. Et enfin, c'est le lieu d'apprentissage, d'une part de ce qui est peut-être contraire à la révolution, c'est à débattre, qui est celui de la démocratie. On va voir dans quelle mesure ça va dans le même sens et ça se contredit. Et puis aussi d'une exacerbation de lutte de classe et de pratiques de violence qui n'existaient pas ou qui n'existaient plus en Russie depuis le premier épisode révolutionnaire de 1905-1907. Donc le premier point sur lequel donc on va être très rapide, c'est le fait que la Russie, pas plus que les autres nations, n'était préparée à mener une guerre aussi longue, aussi intense, avec ceci de particulier pour la Russie qu'elle est isolée à l'autre bout du continent, qu'elle lutte, que cet empire russe lutte à armes inégales contre trois empires, l'empire prussien, le Second Reich, l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de fans des Habsbourg dans la salle. Bon, on peut dire que l'armée russe, toute nullissime qu'elle soit, parce qu'elle n'était pas terrible, avait largement de quoi dominer les Austro-Hongrois, on l'a vu en Galicie en 1914-1915, et les Ottomans, on l'a vu avec la prise d'Erzurum et la prise de Trébizon. Bon, mais malheureusement pour les Russes, il y avait en face l'armée prussienne. Et dès que l'armée prussienne était dans le coin, avec la supériorité technique et surtout la supériorité stratégique et tactique, eh bien, en face, l'armée ne peut pas faire l'armée russe, qui est en retard d'au moins une guerre, voire de deux. Donc sa dernière victoire remonte à 1078 contre les Turcs, ça commence à faire un petit peu. On étudie encore dans les écoles de guerre les grands mouvements stratégiques de Napoléon Ier, parce qu'il n'y a pas de grands mouvements stratégiques de Napoléon III, comme vous le savez. Donc, si vous voulez, c'était la guerre de trop pour la Russie, pour son armée. C'était la guerre de trop aussi pour une industrie pas encore assez développée, et pour une nation qui, malgré tout, s'est lancée dans l'effort de guerre avec toutes ses petites forces, avec tous ses petits bras, et qui a réussi à partir de 1915, à partir du moment où d'un côté l'État est intervenu de manière beaucoup plus interventionniste, justement, dans l'économie, au travers des comités militaro-industriels, à la demande en fait, des industriels et des ouvriers, et puis que d'autre part la société civile a gagné son droit de cité, et a gagné le droit de s'auto-organiser, et ça c'est très important pour l'année 1917, de s'auto-organiser, et notamment l'Union des villes et l'Union des assemblées paysannes que sont les Zemstvo sont devenus les interlocuteurs privilégiés de l'armée par-dessus l'État et ont constitué en quelque sorte un nouveau réseau
ou en tout cas un réseau beaucoup plus solide qu'avant-guerre, qui a donné à la société un rôle prépondérant dans l'organisation de cet effort de guerre. Malgré tout, manque de chance, la Russie subit coup sur coup de mauvaises saisons climatiques, de mauvaises récoltes, et voit depuis 1915 et la grande retraite ces greniers à blé polonais et ukrainiens en partie occupés par les troupes étrangères. Ce qui conduit à la disette de 1916 et à la quasi-famine de 1917, et donc à ces conditions très particulières qui se lient en février. En février, on le sait, c'est le moment de la soudure, c'est un moment très très difficile dans des sociétés rurales, et la Russie est une société rurale. Alors ça se joue moins à la campagne bizarrement que dans la capitale, parce que dans la capitale, non seulement on est soumis à l'influence de la société rurale, mais en plus on n'a pas de champs autour qui vous permettent de fournir le pain nécessaire à la nourriture d'une ville où non seulement il y a beaucoup d'habitants, mais aussi énormément de soldats en garnison. Plusieurs, quasiment 100 000, ce qui est 100 000 bouches, entre guillemets, inutiles à nourrir, puisque Petrograd n'a pas vraiment besoin d'être défendu à l'époque, si ce n'est contre lui-même. Et donc, dans ces conditions assez particulières, vous avez le 20 février la décision du gouverneur militaire de passer au rationnement, une décision qui aurait dû être prise, mais au moins un an avant, qui arrive bien trop tard. Donc, impéritie, n'est-ce pas, des autorités militaires qui hésitaient. C'est pas dans la culture russe de faire du rationnement, contrairement à ce qu'on verra dans la suite de l'histoire soviétique, n'est-ce pas? Chômage technique d'une partie des ouvriers, notamment des quartiers du sud de la ville et des quartiers du nord, donc les quartiers de Narva où il y a les usines Poutilov, les quartiers du nord, le fameux, allez-y si vous avez encore l'occasion, il y a encore des usines, quartier de Viborg, c'est le faubourg de Viborg au nord, tout au nord de la cité, en tout cas de l'époque. Et puis, l'irruption de l'histoire mondiale, qu'on oublie bien souvent, on dit oui, 23 février, très bien, pourquoi les femmes se mettent à manifester le 23 février? Mais parce que dans le calendrier russe, c'est l'équivalent du 8 mars dans nos calendriers à nous. Et donc c'est une manifestation des femmes ouvrières, qui donc ameutent sur leur passage les ouvriers au chômage technique, qui viennent avec elles, qui traversent les ponts, les Cosaques les laissent passer pour une fois, et elles se plantent nez à nez dans une autre manifestation de femmes bourgeoises en chapeau qui manifestent pour les droits de la femme. Et si vous voulez, vous avez cette étincelle de hasard, le 23 février, qui est celle d'une conjonction absolument non organisée, spontanée, entre diverses forces sociales, et surtout, de manière très étonnante, on sent qu'il y a une petite... la révolution c'est comme l'eau, ça s'infiltre par tous les interstices, et on sent que là, les Cosaques, pas la police, mais les Cosaques ne vont pas intervenir. Et le lendemain, ils vont même intervenir contre la police qui essaie de réprimer, etc., etc. Le moment clé, malgré tout, de cette révolution qui aurait pu être écrasée comme celle de 1905 et comme toutes les précédentes, c'est le moment, c'est le 26 et le 27 février. Je parle dans l'ancien style, donc vous faites la conversion, 13 jours de plus. Donc 6 et 7 mars. Le 26 février, malgré tout, la police tire et on force une partie de l'armée à tirer sur les manifestants. Il y a 100, 200, on ne sait pas combien de victimes, peu importe. Ça crée de l'émotion dans les garnisons. Toute la nuit, on en débat, et le 27, les garnisons se soulèvent. Et à partir du moment où les garnisons de Petrograd se soulèvent, à partir du moment où ce qu'on appelle la masse grise, ou le bétail gris, est du côté de l'insurrection, à partir du moment où on distribue des armes à la population, et c'est quelque chose qui va sans cesse se réitérer pendant l'année 1917, à ce moment-là, eh bien, d'autant plus que le tsar est très loin de Petrograd, les forces qui maintenaient une forme de cohésion, en tout cas un ordre à Petrograd, s'effondre sur elle-même et la révolution suit un cours tellement rapide qu'on ne peut pas savoir le jour même ce qui va se passer le lendemain. Le 28 février, on se dit encore, monarchie constitutionnelle, bien sûr. Le 29, mais vous plaisantez, mon cher monsieur, dit-on dans tous les meetings qui ont lieu partout dans la ville, on a besoin d'une république. Et le 30, non, pardon, il n'y a plus de 30, il n'y avait pas de 29. Le 1er mars, pardon, parce que c'était février. Le 1er mars, on dit, mais vous plaisantez. Et le 2 mars, on dit, mais une république, elle doit forcément être démocratique. Et le lendemain, elle doit être démocratique et sociale. Donc ça va très vite. Et ça va très vite pourquoi? Parce qu'il y a ces premières expériences de révolution, et parce qu'il y a aussi, et je crois que c'est Trotsky, enfin j'en suis même sûr qu'il y a eu cette image dans son histoire de la révolution russe, qui est une lecture passionnante, n'est-ce pas, qui a eu cette image du couvercle sur la cocotte minute. Il n'y avait plus de soupape depuis 1905. La pseudo-révolution constitutionnelle qui consistait à accorder des droits de vote très d'ailleurs indirects, et l'élection d'une Douma qui était dissoute tant que ça ne convenait pas au tsar, eh bien, avait maintenu le couvercle très sévèrement fermé sur la cocotte, et la cocotte ne pouvait qu'exploser. Je pense qu'il n'y a pas d'autre
manière de présenter les choses. Et donc, ceci c'est des choses qu'on connaît. La guerre révolutionnaire maintenant, elle a lieu évidemment entre 1918 et 1921. C'est la guerre des Rouges, non seulement contre les Blancs, c'est-à-dire les soutiens non pas tant de l'autocratie que du gouvernement provisoire, c'est-à-dire de ce régime indéfini qui, un peu comme le régime de Thiers au départ, se dit qu'il décidera de sa véritable nature après la Constituante. La Constituante réunie bien trop tard en Russie, c'est un record de lenteur, puisque les élections ont lieu en général, ça a lieu dans les 4 à 6 semaines suivant une révolution, le vote pour une constituante. Là, c'est du 12 au 14 novembre, et encore le vote a duré jusqu'en janvier 18 dans certaines peuplades reculées de l'Empire, parce qu'il faut compter avec l'Empire. Alors donc une guerre révolutionnaire qui a lieu dès 1917. Et où est-ce qu'elle a lieu? Cette guerre révolutionnaire, elle a lieu notamment au front, et notamment dans les campagnes. Au front, je vais très vite, par le phénomène des désertions bien entendu, mais surtout du refus d'obéir, du renversement de la discipline, de l'élection de comités de soldats, et des fraternisations qui commencent évidemment le 1er mai, qui tombe cette année-là à peu près en même temps que Pâques, ça tombe bien, et après aussi l'insurrection bolchevique et la demande par Lénine et Trotsky de multiplier les fraternisations au front avec notamment les camarades allemands. Au village, c'est d'abord des violences symboliques, c'est l'invasion des grands domaines, et aussi, et surtout, je dois dire, j'avais écrit un article à ce sujet-là il y a déjà pratiquement 10 ans, la réintégration plus ou moins de force dans la commune paysanne, qui est une organisation collective, voire collectiviste, qui est très variable selon les régions de Russie, mais dont le modèle phare est celui de la Russie du Nord-Ouest. Eh bien, la réintégration de force des paysans qui avaient été autorisés par les lois Stolypine de 1906-1911 à se séparer de la commune et à constituer des hameaux très productifs, dirigés non plus vers une agriculture vivrière, mais vers une agriculture de vente, vers une agriculture commerciale. Et cela, on leur dit, oui, Abraham Efimov, non, il ne s'appelle pas Abraham, Mikhail Efimovitch, il faut que tu rentres dans la commune. Alors, il rentre ou pas. Mikhail Efimovitch, petite tape derrière la nuque, ça serait quand même bien que tu viennes à l'assemblée de la commune. Mikhail Efimovitch, bon, tes vaches, elles ont été communalisées. Si tu veux voir ce qu'elles deviennent, viens voir donc, ainsi de suite. Et puis on commence à les emprisonner, puis on commence à les chasser du village, puis on commence à en tuer quelques-uns, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la première chose que font les paysans quand ils arrivent à l'assemblée rurale, les paysans quand ils arrivent au domaine, quand ils arrivent chez ces atroubniki, ces paysans séparateurs, c'est de saisir les papiers, et soit de les détruire, soit de les conserver par-devers eux, plutôt eu des destructions, et ensuite d'envoyer des pétitions expliquant ce qu'ils font, et expliquant qu'ils sont en train de faire la révolution, conformément à la révolution du Soviet de Petrograd à Petrograd, justement. Donc il y a cette révolution de fond qui pose un énorme problème parce qu'elle met à mal la coalition entre les bourgeois et les socialistes modérés, on va dire quasiment réformistes, que sont les socialistes révolutionnaires dans la capitale, et que cette masse paysanne fait une pression et fait très très peur aux révolutionnaires de Petrograd. De même que les masses ouvrières font anarchisantes et bolchevisées petit à petit, font très peur aux révolutionnaires qui entrent dans un système de coalition au sommet de l'État, entre d'un côté le gouvernement provisoire qui au départ est totalement libéral, un peu orléaniste on va dire, et puis de l'autre côté le soviet où dominent les mencheviks et puis leurs acolytes socialistes révolutionnaires, et puis il y a tout un tas de coalitions, je passe le détail. Tout ça pour vous dire qu'on parle souvent, pour l'année 1917, de double pouvoir. Le pouvoir d'un côté du gouvernement provisoire qui tire sa légitimité de la Douma, et de l'autre côté, le pouvoir du soviet, soi-disant issu du pouvoir de la rue. Que nenni, on le sait maintenant très bien, on l'a vu depuis l'ouvrage de Rabinovich en 1968, qu'il y a en fait un triple pouvoir, et le pouvoir le plus fort, c'est le pouvoir de la rue, et quand la rue vient toquer à la porte de l'un des deux doubles pouvoirs, le double pouvoir tremble et ne sait pas quoi faire. Y compris Lénine, qui jusqu'au bout ne sait jamais comment réagir quand la foule vient le chercher pour qu'il prenne la tête de la révolution. Et ça, on le voit très bien lors des journées du 3-5 juillet 1910. Alors, cette guerre révolutionnaire, elle surgit à des moments à la fois totalement paysans à la campagne, notamment au moment où il faut ensemencer, au moment où il faut récolter, au moment
où il faut envoyer les bêtes dans les pâturages, et donc communaliser les pâturages, etc., etc. Au moment où on a besoin de construire des locaux éphémères dans les champs, et donc on va aller piller les bois des propriétaires, etc., etc. On s'attaque à partir de juin aux monastères qui est resté intouchés, et qui sont des très grands propriétaires aussi. Donc cette guerre révolutionnaire, elle est véritablement le moment d'une révolution qui est à la fois très violente et en même temps qui respecte, et ça c'est quelque chose peut-être qu'on sait un peu moins, il me semble, et c'est mon troisième point, qui respecte les acquis de la Révolution de février. Les acquis de la Révolution de février, c'est dès le 6 mars, l'abolition par le gouvernement provisoire de toutes les distinctions de race, de sexe, d'ethnie, c'est un peu la même chose que la race, et de religion. Et qui crée donc, littéralement en Russie, le citoyen. Ce qui conduit, dès le mois de juillet 1917, à accorder aux femmes, et c'est une première en cet espace-là, accorder aux femmes le droit de vote, et elles votent à partir de ce moment-là tout à fait librement à toutes les élections jusqu'à aujourd'hui en Russie, donc c'est assez précoce, n'est-ce pas ? Cette abolition des droits, et donc la création du citoyen, évidemment, et l'octroi des droits civiques à des individus. En revanche, le gouvernement provisoire résiste tout au long de son histoire à octroyer des droits spécifiques à des groupes sociaux, ou si vous voulez parler en termes marxistes, à des classes. Et notamment, d'un côté aux ouvriers, et de l'autre côté aux paysans. Aux paysans, on dit, oula, ne vous partagez pas les terres, attendez la constituante, dans sa grande sagesse, elle réglera tout ça. Et aux ouvriers, on dit, écoutez, c'est bien sympathique de vouloir prendre le contrôle des usines, appliquer ce qu'on appelle la supervision ouvrière, c'est le mot contrôle en russe, mais qu'on traduit improprement par contrôle, ça veut dire plutôt la supervision de la production, en fait, l'entrée, si vous voulez, dans les instances de décision, et notamment avoir décision sur qui recrute et qui vire les ouvriers, et d'autre part, comment est-ce qu'on produit et pour qui, et notamment dans une optique de répartir le travail, qui est devenu assez chiche en fait en 1917, entre tous les ouvriers plutôt que de virer les ouvriers. Donc une sorte de révolution d'atelier qui consiste à égalitariser le traitement de chacun contre l'option des patrons qui consiste, eux, à accroître la productivité et à utiliser le nombre d'employés qui leur sied au moment où ça leur sied. Donc de se servir de la main-d'œuvre comme d'une main-d'œuvre corvéable à merci sans pouvoir, et je vous passe la question des salaires, etc. Bien. Donc, il y a une véritable lutte de classe qui est une lutte de classe locale et qui correspond bien à cette ambiance de 1917 où l'autorité centrale, quelle qu'elle soit, l'autorité de l'État, l'autorité du gouverneur, l'autorité même des instances qui gouvernent les cantons, est de moins en moins respectée et qu'au nom de la Révolution, tous ces comités locaux, que ce soit les comités d'usine, les soviets paysans, donc les conseils paysans, les comités de quartier dans les grandes villes, prennent le pouvoir au nom de la Révolution et appliquent leur vision de la Révolution. Et cette vision, elle est très très amplement renseignée par les pétitions et les résolutions qu'ils produisent sans cesse avec les termes fournis par les journaux révolutionnaires, dont le nombre explose pendant cette année. On en compte plus de 200 qui ouvrent tout au long de l'année 1917, et qui sont fournis aussi par les actes et les résolutions d'un côté du Soviet de Petrograd et puis de l'autre du premier congrès des soviets qui se tient à Petrograd au mois de juin. Donc si vous voulez, ce qui est assez fascinant et qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a aussi une révolution de la conscience politique et de l'expression de la politique. Donc on parle souvent de 1917, et je terminerai peut-être là-dessus, comme un moment de radicalisation et de polarisation de l'espace social. Radicalisation, sous-entendu bolchevisation, c'est-à-dire que le peuple d'un côté se radicalise, ou les différents groupes sociaux se radicalisent, et de l'autre côté, il y a un parti bolchevique qui n'est pas du tout d'accord avec Lénine au départ. Je le rappelle au passage, Lénine est considéré comme un fou avec ses lettres d'avril. Même sa femme dit, elle écrit dans ses mémoires, largement après, oui, j'avais l'impression que Lénine avait perdu la tête, que Vladimir Ilyich, pardon, avait perdu la tête. Kamenev Zinoviev le prend dans un camp en lui disant Vladimir, tu délires, hein, ça va pas du tout cette histoire de tout le pouvoir aux soviets, qu'est-ce que tu nous racontes là? Nous on est sur la ligne Staline-Kamenev, déjà à l'époque, et donc on est sur la ligne de bon, on laisse les gens faire et on voit ce qui va se passer. Finalement, Lénine a fini par avoir raison, mais il a eu raison quand? Entre le 10 octobre et le 25 octobre, donc c'est très tard, hein, il avait vraiment une conscience humaine absolue ce moment. Donc d'un côté, il y a cette radicalisation, cette polarisation, cette haine de classe qui désormais est un terme
très valsien, excusez-moi, irréconciliable, hein, des classes irréconciliables, mais surtout, n'oubliez pas que l'année 1917 en Russie, et c'est une expérience qui est fondamentale pour expliquer aussi la guerre civile et l'histoire soviétique, où il y a eu une histoire du vote très particulière, c'est qu'il y a une politisation et une démocratisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Politisation, c'est-à-dire que désormais la politique est dans le quotidien des citoyens, et que les Russes ne se conçoivent plus comme des sujets, bien entendu, mais ne se conçoivent plus comme n'étant pas des citoyens. Et ça, je pense que c'est véritablement une révolution individuelle. Et puis qu'il y a démocratisation au sens où il y a cette pulsion, ce règne de l'égalitarisme, cette revendication de l'égalitarisme qui prend des formes différentes en fonction des classes, mais qui vient se rejoindre dans ce qu'on peut appeler la révolution russe de 1917. Voilà. Je vous remercie pour cette petite synthèse. Je crois que j'ai parlé à peu près. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Toi, Jean. Alors, Jean, Ima. J'y vais. Et Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis aussi heureux d'être ici pour participer à cette journée d'études. Mon propos va s'inscrire tout à fait dans la même dynamique que celui d'Alexandre. Et en même temps, je ne suis moi-même pas du tout un historien spécifiquement de la Russie, loin de là. Mais en revanche, j'ai essayé de travailler sur la Révolution française et son impact dans le mouvement ouvrier au XIXe et XXe siècle, tout particulièrement sur la social-démocratie allemande, et il se trouve que, comme un certain nombre d'entre vous, pardonnez-moi, le savent, eh bien, il y a une grande influence des sociodémocrates allemands sur beaucoup des futurs révolutionnaires russes, que ce soit mencheviks ou bolcheviks. Pensez que Lénine, jusqu'au bout, se pense finalement comme un kautskiste fidèle à ce que était Kautsky, donc le principal théoricien de la social-démocratie allemande, avant 1914. Alors je signale juste au passage, parce qu'il a été question d'historiographie, que vous avez maintenant toute une documentation de textes de Peranov, de textes de Lénine qui étaient dans la dernière édition publiée à la fin du RSS, donc des choses relativement peu connues dans le monde occidental, où on rediscute pas mal de l'influence réciproque de la social-démocratie proprement russe, type Peranov, et la social-démocratie allemande. Ça a une importance pour mon propos. En effet, j'essaye de comprendre la façon dont l'imaginaire façonné par la Révolution française, évidemment en France d'abord, puis en Europe au XIXe siècle, a influencé, je dirais, pas uniquement la conception révolutionnaire des bolcheviks, parce qu'à la limite, tout cela est bien connu depuis assez longtemps, et si on prend les questions des références Révolution française, Révolution russe, vous avez un bon ouvrage qui avait été publié pour le bicentenaire de la Révolution française de Tamara Kondratieva, Bolcheviks et Jacobins, Itinéraire des analogies, qui est un excellent livre, qui d'ailleurs va jusqu'à la période de consolidation du pouvoir soviétique. Donc ça, ces choses ont déjà été faites. Mais ce que j'essaye de comprendre, c'est d'abord reprendre donc cette filiation dans le détail de la social-démocratie allemande, et puis d'un autre côté, de voir comment l'enjeu de la référence à la Révolution française se joue à toute une série de niveaux. Et je veux juste signaler, parce que je voulais le mentionner, mais enfin il est arrivé il y a quelques jours, que par exemple, il y a un domaine qui a relativement progressé ces dernières années, qui est vraiment pas inintéressant, c'est la façon dont les bolcheviks, très tôt, je le dis maintenant parce que je vais pas détailler dans le débat, mais ont mis en place, dès qu'ils ont eu le pouvoir, toute une série de nouvelles institutions, y compris académiques, politiques, où il a été question de discuter des événements historiques passés. Et donc on a des archives qui ont longtemps été fermées de ces institutions soviétiques, qui sont réexplorées depuis quelques temps, et on a consacré, là, je savais vraiment pas, un numéro des annales historiques de la Révolution française, notamment merci pour la publicité, à ces historiens, souvent peu connus, et des historiens qui, pour une grande partie, étaient engagés, soit bolcheviques, soit aux côtés des révolutionnaires russes de manière plus générale. Cela étant dit, je voudrais signaler une chose pour éviter tout lieu commun. On ne peut pas dire, et ça sera un des grands enjeux de l'année 17 pour les bolcheviks, et d'ailleurs les mencheviks, je pense à Martov qui a ça en tête, encore pour citer Jean-Paul Despréto, avait fait une bonne mise au point sur ce que l'obsession de Martov pour la Révolution française. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toutes parts, pour tous les acteurs de la Révolution russe, en Russie même, et les observateurs étrangers,
la question de l'analogie 1789-1793 et la Révolution russe est quelque chose d'absolument obsessionnel. Le New York Times, en juin 1917, publie un article, je cite directement en traduction française, « Les révolutions russes et françaises 1789 et 1916, parallèles et contrastes », et l'auteur se demande, à la lumière de ce qui s'est passé en 1789 et donc en 92, 93, 99, si la révolution russe ne va pas suivre le même cours. C'est intéressant parce que là, c'est aux États-Unis, en juin, il y a tous les événements évidemment d'octobre qui se sont passés, et donc cette obsession-là n'est pas qu'une obsession d'une minorité de révolutionnaires obsédés par l'exemplarité de la grande révolution française, comme on l'appelle à l'époque, mais c'est un imaginaire global qui vraiment traverse bien la presse de l'époque. Pour l'avoir parcouru dans plusieurs langues, c'est absolument essentiel. Et cette dimension-là, je dirais, populaire finalement, enfin, qui participe d'un imaginaire collectif, c'est toute la difficulté de l'histoire de restituer sensible. Ça ne veut pas dire que les gens connaissent bien tous la Révolution française, mais ça veut dire que quand on parle de la Révolution française à l'époque, ça veut dire quelque chose pour eux. Et le quelque chose pour eux n'est pas toujours évident, parce que vous avez des gens comme Lénine qui ont lu évidemment les grandes histoires de la Révolution française, qui maîtrisent les différentes phases de la Révolution française, et puis vous allez avoir à côté toute une série de personnes, d'individus, de groupes qui vont s'y référer, parce que ça participe d'un imaginaire de soulèvement, de révolte, inscrit dans une tradition populaire. Un exemple en Russie, dans l'année 1917, alors les événements auxquels Alexandre a fait allusion, et je crois que Serge l'a dit indirectement en introduction, le chant révolutionnaire au départ, c'est connu, mais c'est la Marseillaise. Alors en plus, il y a un jeu avec la Marseillaise. Les femmes descendent dans les retraites de programme en chantant la Marseillaise, mais il faut savoir que lorsque le président de la République, Raymond Poincaré, était venu en juillet 1914 célébrer l'alliance franco-russe, puisque vous savez évidemment que la France et la Russie étaient des partenaires à ce moment-là, le tsar avait été obligé de faire chanter la Marseillaise qui était interdite dans son propre pays, parce que c'était considéré comme un chant subversif. Donc lorsque les révolutionnaires se ressaisissent de la Marseillaise, il y a aussi ça, parce qu'en juillet 14, c'était quelque chose qui n'était pas passé inaperçu. Ensuite, bien sûr, il y a la question, pas uniquement des analogies dans le domaine théorique, il y a tout ce qui se passe, et ça c'est pas mal documenté par des ouvrages qui avaient été publiés de façon très documentaire au moment du bicentenaire, ce qui se passe voilà, dans les rues de Moscou, de Petrograd, des grandes villes russes, dans les tracts, la propagande, on retrouve régulièrement des allusions à la Révolution française, au fait, à Marat, à Robespierre. Il y a même des statues éphémères qui sont montées, qui ne vont pas rester pour la plupart d'entre elles. Donc ça, c'est extrêmement présent. Avec la Commune de Paris de 1871, effectivement, c'est probablement l'événement historique antérieur français qui fait, comment dirais-je, qui est le plus présent de ce point de vue-là. Je citerai encore un autre exemple, pour ne pas être trop long, mais qui me paraît très significatif de cet imaginaire. Anatole Lunacharsky, commissaire du peuple à l'instruction publique, donc évidemment là, après la prise de pouvoir par les bolcheviks, eh bien, avait, comment dirais-je, monté un train expliquant les luttes de classe dans l'histoire, entièrement illustré, avec plusieurs étapes consacrées à la Révolution française. Donc, même pour les paysans illettrés, puisque bon, c'était rappelé évidemment dans un pays très rural, très illettré à ce moment-là, tout le travail de propagande, même par l'image. Et là, imaginez, je vous parlais au départ des bolcheviks qui eux connaissent bien, ce sont des exilés, ils parlent 4 langues, ils ont rencontré les sociodémocrates allemands, ils connaissent bien les étapes de la Révolution française. Mais vous voyez qu'à l'autre bout de la chaîne, dans la propagande soviétique, le fait d'expliquer les grandes étapes de la Révolution, même de façon illustrée, est quelque chose qui est central et important. Alors, finalement, je n'en ai pas parlé tant que ça, pourquoi est-ce si important et si central? Évidemment, vous savez tous, vous dites, ah, il y a eu une révolution française importante avant, à portée universelle, ça a son importance pour les Russes, et la révolution bolchevique se pense immédiatement comme une révolution internationale, dont la traduction politique sera la création en mars 19 de l'internationale communiste. C'est évident, sauf que, et c'est ça qui me paraît peut-être le plus intéressant pour le versant plus théorique des écrits de cette époque-là, et ça va avoir des conséquences sur la façon dont les historiens soviétiques vont travailler ensuite, de façon très nette, c'est que finalement il y a une ambiguïté fondamentale quant à l'analyse de la Révolution française, qui ne vient pas à proprement parler des bolcheviks, mais qui va être radicalisée par les bolcheviks dans un contexte particulier qui sera la consolidation du stalinisme des années, fin des années 20, début des années 30, qui est comment peut-on et doit-on caractériser le processus révolutionnaire russe février-octobre 1917, le situer dans l'histoire par rapport aux révolutions précédentes.
D'où le fait qu'ensuite, effectivement, la question soit absolument tranchée avec 1917 qui ouvre l'époque contemporaine. Pour la Révolution française, il y avait deux sensibilités dans ceux qui se réclamaient du marxisme au XIXe siècle et qui vont se retrouver dans les bolcheviks. L'une considère fondamentalement que les révolutions à venir, et c'est déjà présent dans les écrits au moment de la première révolution russe de 1905, la révolution à venir prend appui sur le meilleur des acquis de la Révolution française et des Lumières. Tout bourgeois soit ces mouvements dans un premier temps, car selon une grille d'analyse marxiste, la Révolution française est avant tout une révolution bourgeoise, elle est porteuse par la radicalisation qu'il y a eu pendant ce processus d'un certain nombre d'événements à venir. Et c'est là qu'on va valoriser au choix les jacoutins, les hébertistes, les Babeuf, etc. Donc il y a l'idée, on continue la Révolution française. Dans le cadre français, c'est un texte qu'avait bien aimé Lénine, c'est une des rares fois où il dit du bien de Jaurès, donc on peut le citer. Jaurès avait publié une grande histoire de la Révolution française, où globalement, alors là dans le cadre très français, où c'est le républicanisme qui fait la couverture, on se situe dans le prolongement de la Révolution française, très clairement. Et Lénine a quelques mots sur cette histoire de la Révolution française, où il dit qu'il y a des aperçus profonds, en dépit de toute la version qu'il a pour le républicanisme jaurésien. L'autre sensibilité, qui sera radicalisée ensuite par un certain nombre de lectures soviétiques, est de considérer finalement, et ça prend appui sur des propos de Marx dans les deux cas, hein, il y a là-dessus une ambiguïté que l'on peut trouver dans différents textes, je ne rentre pas dans les détails, il y a l'idée que finalement la Révolution française, toute importante soit-elle, et il ne sera jamais question de dénier sa place fondamentale, restait fondamentalement une révolution marquée par les impasses de son temps, bourgeoise, mais cette fois-ci dans un sens, certes sociologique au sens marxiste, mais aussi au sens étroit politiquement, et qu'il convient de la classer comme une révolution du passé qui n'est pas à imiter. Ce débat-là existe avant 1914, mais vous comprenez bien qu'avec la consolidation du pouvoir bolchevique pendant les premières années, cela va avoir de terribles interférences, ces grilles d'analyse, avec ce qui se passe en URSS. Et d'une certaine manière, ce que disait le New York Times en juin 1917, eh bien, va être discuté en permanence pendant les premières années de la Révolution russe, avec tout un aspect. Si 1917 est à la hauteur historique de 1789, et si s'il y a une légitimité à établir une comparaison, eh bien dans ce cas, quid du 1792, de 1793, de la terreur, de la Première République, et de Bonaparte, bien sûr. Et j'oubliais, pardonnez-moi, entre-temps, un événement très important qui va obséder l'historiographie russe, qui est Thermidor, la chute de Robespierre. Et si chute il y a avec, malgré tout, continuité du processus révolutionnaire par Napoléon, comment tout ça va se définir? Et c'est là que vous avez, pas uniquement chez les bolcheviks, une floraison d'analogies qui sont intéressantes à signaler. Je citais Martov au départ, il faut voir que pour Martov, et ceux qui sont en solidarité avec lui à l'étranger. C'est pas inintéressant, par exemple, alors là, je connais plus directement dans le texte, tous les gens qui sont autour de Kautsky et autres, qui vont défendre la révolution russe, première version, et qui vont même accueillir ensuite les mencheviks en exil, qui vont défendre l'éphémère république géorgienne, etc. Tous ces gens-là analysent de près le processus en 1917-1918 en disant explicitement que Lénine c'est Bonaparte, Lénine c'est Brumaire, et ils prennent souvent comme exemple qui, là encore, peut être compréhensible, parce qu'il y a des textes de 300 pages, très détaillés, mais il y a aussi des articles dans les journaux pour la propagande militante, hein, donc il y a différents niveaux qu'il faut analyser. Pour Kautsky, les sociodémocrates, et ceux qui ont une vision étapiste du processus révolutionnaire, pourrait-on dire, et qui refusent le bolchevisme, c'est la dissolution de la Constituante, parce que pour eux, il y avait une pleine légitimité à reconnaître la Constituante et la Constitution qui aurait dû en être issue. Et pour eux, très clairement, Murat, Bonaparte qui vide en 1799 l'Assemblée, c'est connu, foutez-moi tout ça dehors, l'anecdote est rapportée, eh bien les bolcheviks font de même dès 1918. Donc vous avez vraiment des comparaisons qui sont établies, pas uniquement, je dirais, juste pour dire, voilà, il y a des continuités autres, mais ça a des enjeux politiques immédiats et très importants. Je ne détaille pas trop sur l'aspect thermidorien qui est peut-être le plus connu, c'est-à-dire si il doit y avoir chute du pouvoir bolchevique, et bien dans quelles conditions cette chute peut-elle, comment dirais-je, avoir lieu. Bon, je signalerai seulement, parce que ça a été cité quand même par Alexandre avant dans le même contexte,
c'est qu'effectivement les oppositionnels de gauche, et notamment, mais pas uniquement, hein, la figure de Trotsky est évidemment fondamentale là-dedans, mais même des courants moins connus comme les décistes par exemple, courants d'extrême gauche si vous voulez du parti bolchevique dans les années 20, vont toujours mobiliser ces références à la Révolution française dans le combat politique. Et ça, vraiment, ça participe d'un ensemble qui me paraît plus significatif. L'autre point sur lequel je voulais insister, et qui est peut-être moins connu que ces diverses analogies, c'est effectivement le fait que dès le début, vous allez avoir, soit par conviction politique, soit par choix de raison, au même titre que dans l'armée, vous aurez des choix de raison par rapport aux bolcheviks, donc des gens qui ne sont pas du tout bolcheviks mais qui les rejoindront, vous allez avoir une mise en place d'institutions spécifiques soviétiques et qui définissent notamment des lectures de la Révolution française. Alors il y a là une figure très importante qui va être très valorisée dans le pouvoir soviétique dans un premier temps, puis exécutée par Staline et totalement disparue de la circulation. C'est Loukine, qui est un historien militant, qui va former qui va avoir un séminaire sur l'histoire de la Révolution française et qui va former toute une génération à l'apprentissage de la Révolution française. Alors c'est intéressant parce que Loukine, alors ça a été pas mal bien montré dans le numéro que je vous ai cité avant par un historien russe, Alexandre Choulinov, parce que Loukine, on travaille sur lui comme animateur de séminaire, comme maître à penser de toute une école russe, mais en 17-18, alors vraiment dans le feu de l'action, si je puis dire, il a fait toute une série d'articles, y compris on peut s'amuser à repérer les erreurs factuelles sur la Révolution française, mais c'est pas intéressant. On peut relever, dire ah oui, c'est trompé, c'est pas. Mais c'est comment il est obsédé notamment par la révolution paysanne française et comment pour lui les choses vont se jouer de la même manière. Mais c'est des articles semaine après semaine. Voilà. Et lui ensuite prend la tête donc d'une école sur la Révolution française qui va former un certain nombre de gens. J'en citerai 2 ou 3. Vous allez avoir un historien très engagé aussi qui va avoir les pires difficultés pour mener ses travaux, mais sur les enragés, qui s'appelle Zacher. Alors c'est très intéressant là aussi parce que les enragés, alors je resitue juste dans le contexte de la Révolution française sinon on ne comprend pas, les enragés, donc c'est l'extrême gauche de la Révolution française, avant les hébertistes, c'est ceux qui se font les premiers à se faire liquider par la Convention robespierriste, reprochant aux robespierristes de ne pas aller assez loin socialement au niveau de l'égalité sociale. Je vais vite, mais c'est comme ça chaque fois. Et lui va avoir les pires difficultés à travailler sur ce sujet, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir, et de la part de Loukine, et avant la consolidation définitive du pouvoir stalinien et une ligne officielle en 1941, une oscillation perpétuelle sur la dénégation ou la valorisation de ces minorités révolutionnaires pendant la Révolution française. Parce que la question c'est, est-ce que les Jacques Roux sont finalement une esquisse de communisme avant l'heure pendant la Révolution, auquel cas ils ont pleine légitimité à devenir les précurseurs des bolcheviks, ou est-ce qu'au contraire, les jacobins, au sens du bloc jacobin, Robespierre avec, les robespierristes avec ce qu'on appelait la plaine, donc le centre ayant basculé du côté de Robespierre, est-ce que c'est eux qui incarnent, qui sont susceptibles d'être les référents pour le pouvoir bolchevique? Parce que ce n'est pas tant qu'ils prônent l'égalité sociale, ils ne la prenaient pas, ils prenaient le partage des petites propriétés comme on sait, mais par contre, en tant que moment historique très haut, très élevé, est-ce que ce n'est pas Robespierre et les siens qui sont le point de référence? Pour simplifier, parce que c'est très important, ça paraît un peu lointain, mais il y a des gens qui vont mourir dans ce débat. Il y a des historiens qui vont être arrêtés, déportés pour ne pas avoir la bonne position au bon moment. Alors vous avez, j'avais demandé, parce que là, bon, lisant très faiblement russe, j'avais demandé à l'historien russe de me faire traduction de certains textes. Vous avez même des exemples tragiques, vous avez des gens qui changent de position, on voit de façon totalement opportuniste sur la Révolution française, pour essayer de sauver leur peau. Alors un coup, les enragés, c'est très bien, un coup, il fallait les liquider, et finalement, c'est les personnes qui parlent de ça qui se font liquider à la fin. Donc c'est un aspect absolument terrifiant, mais ce qui est très significatif, c'est que ces débats-là s'entrecroisent avec ce qui se passe en URSS à ce moment-là, et en même temps, et j'y insiste, je ne veux pas être trop long, donne lieu quand même à une série d'individus qui vont survivre à tout cela. Zacher survit aux purges staliniennes et publie des travaux sur les enragés. Vous allez avoir un historien qui est Victor Dalin, qui était en plus, alors lui, un oppositionnel soutien initial à Trotsky, qui va survivre et qui va publier énormément de choses sur Babeuf, etc. Donc vous allez avoir vraiment une école qui est formée à ce moment-là, et ça me paraît très significatif. C'est significatif de plusieurs choses, bon, des débats qui avaient eu lieu, si je puis dire encore une fois, dans le feu d'action de la Révolution russe, mais aussi, il cherchait à... Ce qui a permis aussi cela, et encore une fois, ça me paraît significatif même du contexte russe plus général, c'est que vous avez aussi des historiens
qui avaient travaillé sur la Révolution française, non social-démocrate, non bolchevique, avant 1914. Qui ont, je prends un exemple qui a été connu, bon, qui lui aussi m'a fini, un historien de Napoléon, qui est Eugène Tarlet, qui était un opposant, qui était de droite, si je puis dire, à 1914, et qui a été ensuite très productif en URSS, qui a été sauvé par Staline pour différentes raisons, dans un premier temps en tout cas. Et donc vous avez un entrepreneur qui me paraît très important. Car ensuite, dans ce cadre-là, la tâche aussi de la science soviétique va être d'essayer de prolonger les premiers efforts de l'histoire russe avant 14. Je veux dire par là, vous avez un historien, par exemple Kariev, qui était un historien de la paysannerie française, donc, qui avait publié son premier livre sur la paysannerie sur la Révolution française en 1879, si je ne dis pas de bêtises, qui lui n'avait pas de rapport initial avec les bolcheviks, mais sa tradition d'études agraires a été poursuivie malgré tout, dans le cadre tel que je voulais décrire. Donc, pour résumer là-dessus, ce chapitre important de l'historiographie de la Révolution française et qu'on découvre un peu dans le détail grâce à de multiples archives, se clôt véritablement en 1941, alors non pas parce qu'il y a l'opération Barbarossa, mais il se trouve que c'est pile au même moment, un manuel officiel sur la Révolution française est publié vraiment sous le contrôle du PCUS, et là il y a une délimitation très claire entre Révolution française et Révolution bolchevique. Vous avez même une intervention personnelle de Staline, qui est assez connue, au début des années 30, sur le fait qu'il faut retirer l'adjectif de grande à grande Révolution française et le réserver uniquement à la Révolution russe. Pour vraiment effectuer, alors ça me paraît complètement hallucinant, mais c'est l'adjectif grande de la Révolution française ne sera restitué que sous Khrouchtchev. Donc là, après, on rentre dans une autre période que je connais moins, donc je vais arrêter là-dessus. Je termine, parce que je vois un regard insistant. Absolument. Je n'en doute pas, les deux ne sont pas contradictoires. Juste pour dire un mot, parce que j'ai été informé là aussi, et c'est des textes que j'espère avoir lus en grande partie, qui sont vraiment très intéressants. Oui, je suis informé parce qu'ils vont être publiés là par des collègues, notamment un collègue qui travaille sur la Révolution française de Yannick Bosch, qui ont réuni tous les textes d'Albert Mathiez de 1917 à 1924. Alors Albert Mathiez, bon, c'est un grand historien de la Révolution française, robespierriste, qui est en solidarité avec la Révolution russe, d'abord au Parti communiste, puis qui le quitte assez vite, et qui avait exalté ces bolcheviques et jacobins, c'est de lui que ça part en France. Voilà. Et il a en fait connu lui aussi des oscillations, à travers pareil toute une série de textes pas très connus dans différents journaux, et ça va être publié là, donc ça me paraît important de le citer tout de même, parce que là j'ai concentré sur l'influence social-démocrate allemande, sur les Russes, sur la façon dont tout ça s'était entrecroisé dans différents contextes, mais bien évidemment, il va y avoir des contacts très forts avec cet historien Albert Mathiez, qui est très particulier, parce qu'il va quitter vite le Parti communiste par hostilité aux mesures des bolcheviks, mais rester très en contact avec les historiens russes dont je vous ai parlé, et même les soutenir pour leur recherche. Alors c'est intéressant, là, il y a plusieurs manières de le lire. François Furet le lisait comme typiquement un de ces intellectuels français qui, comment dirais-je, avait quitté le communisme et continuait à aimer Octobre, donc pour dire qu'il y avait toute une série de gens qui, malgré leur rupture avec le communisme, avaient conservé cette amitié-là. Je crois qu'il y a toute une dimension chez Mathiez, en réalité, qui est aussi franco-russe, qui est la tradition d'études russes pour lui de la Révolution française, c'était quelque chose d'absolument essentiel et fondamental qu'il fallait maintenir. Et puis il y a aussi, et là ça relève davantage d'une histoire peut-être un peu plus institutionnelle de l'université, le fait qu'il y avait une communauté de chercheurs sur la Révolution française à l'échelle internationale, très précoce par rapport à d'autres sujets, mais c'était logique vu l'impact qu'avait la Révolution française, qui fait qu'il y avait eu donc des réflexes de solidarité. Mathiez rompra définitivement avec les soviétiques suite à l'arrestation de plusieurs historiens soviétiques. Voilà. Et juste vraiment pour conclure, au-delà de ces différentes questions, parfois un peu précises, sur la question de la Révolution française, mais qui sont révélatrices d'un certain nombre d'enjeux, je crois qu'il y a encore, d'après ce que je peux comprendre, parce que moi j'ai travaillé davantage sur le versant allemand et autrichien, il y a beaucoup de choses à suivre en fait dans la propagande quotidienne, dans l'expression publique, même des masses populaires, parce que quand on faisait de l'histoire, enfin de l'historiographie de la Révolution française, on s'intéressait aux grands historiens, aux grands politiques, ce qu'il faut absolument faire, si on ne comprend pas ce qu'il y a. Mais ce qui est quand même significatif dans tout cela, c'est que ces interprétations de la Révolution française, et c'est ça qui différencie la Révolution française d'autres sujets historiques qui n'ont pas d'impact de la même manière dans le monde, comment dirais-je, dans l'opinion publique, on dirait aujourd'hui,
eh bien, je crois qu'il y a encore pas mal de choses finalement à découvrir sur ces moments-là, ces instants-là de la Révolution russe, et la façon dont une révolution qui était à la fois lointaine dans le temps et dans l'espace, était finalement appropriée par des gens qui ne la connaissaient pas toujours très bien, mais pour qui elle voulait dire profondément quelque chose. Et ça reste toujours une énigme, parce qu'on ne pourra jamais descendre totalement dans l'esprit des masses illettrées d'il y a un siècle. Les archives ne nous le permettront jamais pleinement. Mais on peut essayer à travers, en croisant de multiples sources, d'essayer de comprendre cela. Et je crois que c'est très important pour comprendre ces événements-là, parce que souvent, quand on parle d'historiographie de la Révolution, et j'arrête vraiment la française, on pense que voilà, on travaille uniquement sur les grands historiens, cette interprétation. Encore une fois, c'est fondamental, mais il y a toute cette connexion, à mon avis, avec un monde social et politique à côté qui mérite vraiment une attention particulière, à plus forte raison lorsque des révolutions d'une importance aussi considérable furent déclenchées. Et là, je me tais. Merci, Jean-Marc. Voilà, alors je vous propose. Voilà. Je vous propose que maintenant on engage la discussion et qu'elle peut s'engager à deux niveaux, je pense, entre les intervenants. J'enregistre ? Oui, enregistre. D'accord. La discussion, j'ai senti que de la part d'Alexandre, il avait envie de poser quelques questions à. Hein, voilà, Jean-Dumas. Et puis ensuite, ne soyez pas frustrés, vous allez avoir la parole. Non, pas contesté, mais voilà, c'est vrai que enfin, tu as très bien mis en avant les divers strates et les divers degrés en fait, d'analogie possible. Et évidemment, la strate symbolique elle est importante. Tu n'as pas parlé du drapeau rouge, mais bon, l'histoire du drapeau rouge, elle est très. Il y a eu aussi des drapeaux français qui ont été brandis dans des manifestations. Bon, la Marseillaise, il faut savoir qu'en fait, la Marseillaise chantée en français était là, effectivement un chant révolutionnaire, mais vous aviez plusieurs autres Marseillaises. Vous avez une Marseillaise dite russe, avec des paroles différentes, plus en fait moins guerrière et plus démocratique et sociale. Et puis vous avez la Marseillaise des soldats, la Marseillaise des paysans. Donc, il y a toute une série de Marseillaises en fait.